Ok, mais je pense qu'on va démarrer, il est l'heure. Je vous souhaite le bonjour à tous. Bienvenue, merci beaucoup pour votre présence. Donc, on va aujourd'hui aborder la question du stockage des produits agricoles. Et on a pour ça proposé à plusieurs intervenants de plusieurs pays de venir présenter leur expérience. Donc, merci beaucoup à eux. Je ne vais pas représenter encore ce que c'est que le webinaire puisque vous commencez à être bien rodés, hein. On a déjà fait plusieurs webinaires thématiques et on aura encore un la semaine prochaine qui viendra clôturer cette série de webinaires sous une forme hebdomadaire. On continuera ensuite, mais peut-être sous forme plus espacée. On vous informera par mail de la manière dont on va organiser ça. Voilà, donc aujourd'hui sur le stockage, on a proposé d'avoir plusieurs intervenants que je vais appeler à se présenter eux-mêmes en donnant peut-être la parole à Eric en premier. Eric, Oui, alors, j'arrive. Excusez-moi. pas de souci. C'est temps de connecter le micro. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Eric Fallou, je suis agriculteur donc, en France, au sud de Paris. Et je suis responsable président de la Fédération nationale des producteurs de plants de pommes de terre. Donc, je vous parlerai de tout ce que j'ai fait dans le cadre du plan et la conservation des plants de pommes de terre. Merci beaucoup, Eric. Bonjour. Vas-y, Ange. Oui, bonjour à tous. Yann Rassamman, responsable Centre CFL, Centre d'expérimentation, formation et exploitation en fruits et légumes. Merci, Ange. Liliana. Bonjour à tous. Je suis Liliane, coordinatrice à Date Malheur à Albanie, une association depuis 25 ans avec les producteurs des zones de montagne en Albanie, et notamment sur la production fruitière. Merci beaucoup, Liliana. Léocadie. Léocadie Sarré, donc conseillère technique FERT au Burkina Faso. Merci. Puis enfin, Christian. Bonjour à tous. Moi, c'est Christian Ramaratialoun. Je suis responsable de l'antenne régionale de Cap-Malagas en région Haute-Massiache, à Madagascar. Merci à tous. Donc, on propose d'organiser cette séance de webinaire qui durera à peu près 1h30, comme d'habitude, en 3 grands thèmes. On laissera la parole à Ange du CFL qui nous présentera les principes importants sur les aspects techniques du stockage, donc ce qu'il faut connaître. On aura ensuite 3 expériences qui seront présentées. Une première en Albanie avec Liliana sur la pomme, le stockage de la pomme. Ensuite, sur le niébé au Burkina Faso, qui sera présenté par Léocadie. Et enfin, Christian qui nous présentera le stockage essentiellement du paddy et de la pomme de terre à Madagascar. Voilà. Et enfin, comme d'habitude, on laissera la parole à un élu, donc Eric Fallou, qui a bien voulu intervenir aujourd'hui et qui nous donnera son témoignage d'agriculteur et d'élu sur l'ensemble de cette présentation. Donc, on va démarrer avec la première présentation sur les principes techniques importants à connaître sur le stockage et je vais laisser la parole à Ange pour présenter à Madagascar. Ok, merci Joseph. Donc, pour ma part, avant que les autres participants vont se lancer dans leur témoignage sur leurs pratiques et surtout sur leur organisation respective pour le stockage, il est vraiment très important de faire un petit topo technique sur les principes généraux concernant le stockage. Donc, à noter que ce sont surtout des rappels techniques de quelques minutes. Donc, comme vous voyez sur le diapo, commençons par un petit rappel de ce qu'est le stockage. Tout simplement, c'est la façon d'entreposer des denrées alimentaires dans un lieu où celui-ci, pour une période donnée, est dans des bonnes conditions afin de préserver au maximum donc, les qualités initiales de ces produits.
Donc, c'est tout simplement ça, mais en pratique, c'est plus difficile que ça a l'air. En effet, des attaques des ennemis et des altérations aussi durant le stockage peuvent provoquer des pertes énormes. Donc, quels seront les principaux ennemis et les causes de l'altération durant le stockage des denrées alimentaires? Donc, comme illustré dans le deuxième diapo, nombreux sont ces ennemis et ces causes d'altération-là. Durant le stockage, comme nous voyons, il pourrait y avoir de développement des micro-organismes dont leur croissance provoque des pourritures et aussi les moisissures peuvent produire des mycotoxines comme aflatoxines par exemple, qui sont indestructibles et sont responsables des maladies incurables pour les consommateurs. Et à noter surtout que ce sont surtout l'humidité qui entraîne le développement des moisissures et les champignons. Ensuite, comme nous voyons aussi, il y a aussi les ravageurs, les rongeurs surtout, les rongeurs nuisibles qui sont capables de consommer environ 10% de leur poids par jour et qui peuvent véhiculer aussi des maladies et des moisissures. Ensuite, on peut constater aussi qu'il y a les insectes comme le pou du riz, le pruche des légumineuses qui peuvent altérer la qualité marchande, mais aussi la qualité nutritionnelle et s'il s'agit des grains, ça peut affecter aussi les facultés germinatives des grains stockés. Et nous pouvons citer aussi la dessiccation ou la perte en eau interne qui provoque les flétrissements, surtout pour les fruits et légumes. Et enfin, sans oublier aussi qu'il y a des phénomènes physiologiques, surtout pour les produits frais, et ces phénomènes peuvent entraîner les activités, peuvent être des activités respiratoires, la dégradation par les enzymes, et surtout pour les fruits et légumes, la production des agents de maturation comme l'éthylène qui peuvent accélérer donc la maturation. Et donc, quels sont donc les principes universels, si on peut dire comme ça, pour tenter de limiter ces ennemis et de lutter contre les altérations? Premièrement, on peut parler du taux d'humidité, le taux d'humidité des produits à stocker, mais aussi l'humidité relative ou l'humidité de l'air dans le stockage. Pour les produits secs ou semi-secs, l'humidité de produits ou l'humidité relative devrait pas être trop élevée, donc, et les produits à stocker devraient être bien suffisamment secs pour empêcher donc le développement de moisissures et l'autre altération. Et deuxièmement, il y a aussi la température. Concernant la température, il faut considérer que la basse température permet de diminuer l'activité respiratoire, permet aussi de réduire la perte en eau et ralentir la croissance des micro-organismes et permet aussi donc de réduire la production de l'éthylène. Et la basse température est très importante donc, pour le stockage des produits frais comme les fruits et légumes. Et une bonne aération est très importante aussi pour une bonne température et une bonne humidité. Et pour en terminer, donc, pour lutter contre les ennemis, mais aussi contre les altérations, on peut adopter des luttes préventives. On a mis ici en grave le mot « stocker les bons produits ». Une chose très importante, c'est que la réussite de stockage dépend aussi des activités avant et pendant et même après la récolte. Il faut que les produits sont bien matures, les produits sont bien traités avant la récolte et durant la récolte et aussi après la récolte. Ici à Madagascar, les producteurs de légumes ont tendance à dire que plus on utilise beaucoup de fertilisation chimique de synthèse, plus les produits ne possèdent pas de bonne tenue au stockage. Et donc, les produits devraient être bien secs et pour les produits secs, avant le stockage surtout, il faut bien trier les produits, éliminer les produits non conformes qui présentent déjà des pourritures, des attaques d'insectes. Et il faut faire attention aussi donc, aux différentes manutentions avant et durant la récolte. À part cela, il faut adopter aussi une bonne hygiène de stockage, nettoyage, désinfection ou bonne aération. Et on peut faire aussi des traitements avec des insecticides de contact. Oui, c'est possible. Et on peut utiliser aussi des sacs en polypropylène ou des récipients hermétiques afin de réduire donc l'altération par les insectes
On peut utiliser des sacs à triple fond, par exemple. Et il faut aussi rendre l'accès des lieux de stockage difficiles aux rongeurs. Donc, il y a tellement de pratiques qu'il faut prendre en compte pour réussir un bon stockage. Et comme lutte curative, nous pouvons utiliser des insecticides de contact ou insecticides gazeux comme la méthode de fumigation. On peut utiliser aussi des pièges, ou des prédateurs de rongeurs. On a l'habitude de faire ça ici à Madagascar, utiliser des chats ou des serpents. Et il y a aussi des méthodes biologiques qui sont possibles avec des feuilles ou les grains de Nîmes, avec de fumigation, avec des fumées de bois. Donc ainsi se termine donc ce petit rappel concernant les principes généraux. Mais pour conclure, on peut passer à la diapo suivante, Joseph. Pour conclure, la technique de stockage devrait être adaptée selon les types de produits et les contextes du milieu. Il y a des stockages avec des matériaux locaux, il y a des stockages en murs de charbon, avec des pots en argile, il y a des stockages plus sophistiqués dans des grands silos, dans les chambres à froid, etc., etc. Et il y a plusieurs types de stockage et des méthodes de stockage, mais il faut adapter selon les types de produits et les contextes du milieu et aussi les contextes organisationnels. Donc, merci de votre attention et Joseph, je vous rends la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ange. Donc, comme d'habitude, après chaque présentation, on laisse un temps de questions que vous pouvez poser soit à l'écrit, soit en levant la main afin qu'on vous donne la parole et Ange se fera un plaisir de vous répondre. Alors, sur ces aspects, les fondamentaux techniques du stockage, est-ce que vous avez des questions, des remarques que vous souhaitez adresser à Ange? Non? Ok, bon, pas de souci. On pourra toujours prendre d'autres questions un peu plus tard si besoin. Donc, merci beaucoup, Ange, pour cette présentation très claire. On va du coup, comme proposé tout à l'heure, illustrer ce qui existe en termes de stockage au travers d'expériences dans 3 pays, l'Albanie, le Burkina Faso et Madagascar. Et donc, je vais laisser la parole à Liliana pour présenter l'expérience de Haddad en Albanie sur la production et le stockage de pommes. Liliana. Merci, Joseph. Alors, bonjour à tous. De nouveau, je dis que je suis coordinatrice Haddad Malor depuis sa création en 1996. Malgré que l'activité d'Haddad a commencé 2 ans plus tôt, en 1994, mais en 1996, elle est devenue officiellement une association et à la base d'une demande d'une volontaire de 44 producteurs. Compte tenu pour ne pas rester sur ce contexte, parce qu'en fait, le contexte est très large. La création de notre association, c'est juste après la chute de ce système de dictature en Albanie et juste le moment que les producteurs étaient devant une grande point d'interrogation, que faire et comment faire. Et pour nous, ça a été une chance, l'arrivée de FERT à ce moment-là dans le cadre des aides humanitaires, mais avec FERT, on a continué sur des programmes de développement, lesquels ce sont des programmes lesquels ont sur toute la vie Haddad depuis 1996 jusqu'en 1998. Alors, compte tenu des vocations de la région et de la demande de Mourad Haddad, à ce moment-là, et aussi plus tard, avec l'extension d'Haddad sur toutes les zones de montagne en Albanie, 80% des activités d'Haddad et de cette collaboration vers Haddad s'est concentrée sur l'arboriculture et plus précisément sur les pommes. Et ce qui est important dans l'accompagnement et avant de passer dans le stockage, je voudrais parler un peu sur ce processus d'accompagnement. C'est l'existence d'une structure comme la nôtre, Haddad, et je parle toujours pour notre expérience, et la démarche très claire de l'agréagence qui nous a accompagnés de fait
de soutenir une structure de producteurs pour accompagner nous-mêmes les initiatives de producteurs et assurer la durabilité. Sans doute que pour passer au stockage, ça a été des actions qui étaient moins risquées, plus simples à réaliser pour aller vers le stockage. Moi, je passe direct dans les photos d'illustration de l'accompagnement. Au début, ça a été bien écouter les besoins des producteurs et aussi les attentes dans le cadre de cette collaboration avec la partie française. Et au début, manquaient les pépinières. Il n'y avait pas de plan à la base végétale. Et ce qui a été créé, à la base végétative, excuse-moi, ce qui a été créé avec la fourniture de porte-greffes végétatives de France, c'était le premier parc à cette région de Nord-Est, mais la première en Albanie, le premier parc à bois. Après, ça a été réalisé un verger modèle avec les ponts produits sur place et dans cette verger a été appliqué toutes les techniques de suivi et les techniques ont été appliquées par l'intermédiaire de spécialistes, c'est-à-dire a commencé le développement de conseils techniques et le moment que ça a donné de résultats, voilà la troisième photo, c'est-à-dire une bonne verger avec une bonne production, les autres ont bien embrassé. Et les autres, ça a été à peu près 44 personnes qui étaient membres d'ADAD, lesquelles ont commencé la plantation des vergers avec une telle technologie. Ça a été toujours le conseil technique qui a été auprès des autres et toujours exploiter des vergers qui étaient déjà construites comme vergers de démonstration et de référence. Et après, ça a été discuté aussi avec les autres qui étaient nouveaux pour comprendre quoi suivre, quoi faire. Et normalement, ça a été des actions qui étaient simples, qui ont été réalisées et ça a été 2-3 fois plus cher. Et dans ce cas, ils ont tombé d'accord, les 44, ils ont tombé d'accord de créer un centre d'approvisionnement, c'est-à-dire d'achat de plants. Ça a diminué les prix des intrants, et ça a aidé les producteurs de créer d'une manière ou d'une autre une bonne confiance envers l'équipe qui l'a accompagné. Et après ça, les gens ont commencé de discuter pour d'autres choses. Après produire, comment vendre mieux, comment valoriser mieux, vendre en quel moment, parce qu'on fait la région pour laquelle on parle, ça a été vraiment très difficile de venir jusqu'au centre de l'Albanie, au capital. Ça a été une infrastructure, une mauvaise infrastructure, 7 heures pour venir, plus que ça, en fait, imaginez les producteurs qui étaient dispersés par-ci par-là, et ils sont tombés d'accord de trouver une solution à l'intérieur de la région. Donc, ce qui est très important dans l'accompagnement, c'est l'existence d'ADAD et la démarche claire de faire. Mais l'investissement de groupe dans une unité de stockage a demandé du temps et surtout des échanges, des discussions, souvent accord ou pas accord, parce que l'investissement pour le stockage était important et ça a demandé aussi de l'argent pour construire. Donc, sa réussite repose sur un investissement important en accompagnement. Le groupe a déjà augmenté la capacité de production parce qu'il y avait un parc, il y avait des vergers intensifs, il y avait la qualité, le volume et surtout il y avait un conseil technique. De l'autre côté, le spécialiste de l'équipe a bien suivi le marché, l'évolution et tout ça, et a vu aussi comment formuler un projet de stockage et comment trouver des ressources pour mettre en place. D'une part, c'était un capital de 9 producteurs parmi les 44, et d'autre part, c'était un budget qui était assuré à un programme de développement. Et
Dans ce cas, ils ont essayé d'installer en 2006-2008 le stockage, le premier stockage, 100 tonnes, une technologie pas très moderne, c'était c'était normal, mais ils ont essayé de vendre leur production 2-3 mois plus tard, même 4 mois plus tard, vers le nouvel an et plus tard, et c'était 2 fois de plus le prix. C'est-à-dire, ils ont essayé de créer une bonne expérience, mais à la fois, ça a été une bonne, comment on dit, une bonne expérience, une bonne base pour les autres qui vont investir plus tard. Sans doute que la première a demandé beaucoup de temps, mais l'accompagnement des autres qui sont dans les pages que vous êtes en train de voir, qui sont 53 aujourd'hui, qui sont plus modernes, avec atmosphère contrôlée et tout ça, ça a été plus facile, malgré que l'accompagnement a été plus spécialisé. Et ce qui était important est souligné, PERT a bien entendu nos propositions pour mobiliser des experts et des compétents qui puissent bien orienter les producteurs vers les meilleurs choix. Mais les choses continuent et surtout la perspective est encore plus grande. Ils veulent aller vers la station de pommes pour bien valoriser les pommes et surtout pour créer une bonne base d'exportation, pour commencer l'exportation depuis l'Albanie de pommes. Et vous voyez la photo qui est à côté, c'est une photo qui est déjà faite dans le cas des échanges en France, mais ça c'est la perspective, c'est-à-dire de créer plus de standards, un bon marketing, d'orienter bien la vente et surtout d'organiser l'exportation. Tout ça est déjà dans le cas d'Adat Malore. Et dans le cas d'une association, parce que les producteurs sont toujours là, mais s'ils ne sont pas membres d'une organisation, c'est difficile pour eux de s'organiser pour investir ensemble. Moi, je voudrais vous présenter 3 mots ou 3 phrases qui sont très significatives, très amicales des partenaires français, juste le moment voulu. Ça a été, je dis moment voulu parce que c'était le bon conseil au bon moment. Ça a été accompagner les producteurs dans les yeux brillants, c'est-à-dire travailler avec les producteurs qui sont actifs au début pour créer de bonnes expériences. Et ça, ce n'était pas le directeur de PERT à ce moment-là. Contacter les producteurs, prendre beaucoup de temps, donner le temps aux producteurs pour réfléchir et tout ça, et tirer leurs idées pour aller jusqu'au bout. Et ça, c'était de Jean-Charles qui a été le responsable permanent en Albanie, c'est-à-dire des interventions permanentes en Albanie. Et ce qui, bon, il est mort déjà, mais il a été vraiment très précieux à ce moment-là, quand il est venu pour la première fois, que sans doute que pendant votre vie, vous aurez beaucoup de difficultés, de contraintes. Mais il ne faut jamais mettre la clé à la porte de stockage, de coopérative d'approvisionnement ou d'autres choses. Non, il faut toujours réfléchir et trouver une bonne solution. Voilà. On a eu une bonne vie, mais surtout, on a eu une bonne chance de travailler et collaborer avec une association comme ça. Merci. Un grand merci, Liliana, pour ce témoignage. Donc, qui illustre bien à la fois le rôle des OP et l'accompagnement de FERT à Adat Malore. Est-ce que vous avez des questions sur cette expérience de stockage de pommes? Oui, on va commencer par une question à Madagascar de Sylvia. On t'écoute, Sylvia. Oui, bonjour à tous. Merci pour la présentation qui est très bien expliquée. Juste une petite question. Est-ce que au cours de stockage, vous avez parlé tout à l'heure que le stockage peut se faire en 2 ou 3 mois? Au cours de cette période, est-ce qu'il y a des choses à faire? Parce que la pomme, c'est quelque chose de, comment dire ça, périssable. Est-ce qu'il y a des actions que les producteurs doivent faire au cours de ces mois ou c'est juste, on laisse comme ça? Merci. Merci pour votre question. En fait, moi, j'étais focalisée précisément sur l'accompagnement, sur l'esprit social plutôt de l'accompagnement du groupe. Mais par contre, sans doute que la réalisation d'un stockage, ce n'est pas la fin du processus. Le contraire, là, il faut faire tout ce qu'il est nécessaire du point de vue technique
et surtout de l'organisation de la vente, juste le moment que le prix sont meilleurs, qu'il y a une demande du marché et tout ça, lesquels sont suivis par le spécialiste qui était au niveau régional. Mais comme je vous ai dit au début, que les producteurs, après bien produire, étaient très intéressés de comprendre, de savoir c'est mieux vendre après la récolte à la parcelle, comme était déjà habitué, ou dans le stockage. Et il était bien connu avec tous les points importants du stockage, parce que le stockage, ce n'est pas simplement mettre les pommes là et sortir à un moment et vendre, non. Il y a beaucoup de choses qui sont surtout techniques. Mais par contre, ce qui a été important dans tout cet accompagnement et ce processus qui continue même aujourd'hui, après 25 ans, c'est que la confiance et surtout la confiance mutuelle entre les producteurs, c'est très important ça, et aussi avec l'équipe qui les accompagne. Merci Liliana. Il y a une deuxième question qui t'est adressée. Le stockage de la pomme aujourd'hui, c'est un stockage à froid. Le froid, ça a un coût, hein, puisque vous réfrigérez les locaux de stockage. La question, c'est comment les producteurs s'organisent pour prendre en charge le frais de stockage à froid. Alors, moi, je vais prendre directement le premier stockage, lequel, comme je vous ai dit, que ça a été le point de départ vers les autres stockages. Et je peux vous dire que le premier stockage a eu, parce que ça a été seulement 22 000 $, et parmi les 22 000 $, a été 60% a été trouvé après une agence de paiement en Albanie, MADA. Aujourd'hui, il y a pas mal d'autres. D'accord, 9 producteurs et les 9 producteurs les plus actifs. C'est important ça. Pas tout le monde sont d'accord de faire des investissements. Ok, merci beaucoup. Je suis désolé, j'ai des petits problèmes de connexion Internet, donc j'espère que ça ne perturbe pas trop pour vous. En tout cas, moi, ça coupe un petit peu. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce qu'il y a une autre question que vous souhaitez poser à Liliana? En tout cas, Joseph, si tu me permets, je peux dire simplement comme un résumé de ce que j'ai dit, que la réussite ou le résultat de telle initiative d'accompagnement dans le cas de stockage surtout, repose essentiellement sur un processus d'accompagnement en longue durée et surtout qui commence avec des actions moins risquées, c'est-à-dire qui sont réalisées avant, qui ont donné de bons résultats et qui ont créé une confiance entre les producteurs et l'équipe d'accompagnement. Et même dans ce cas, ce n'est pas tout le monde qui sont prêts à investir, mais il y a toujours quelques-uns qui prennent en charge. Merci Liliana. Cette phrase, on la retient bien et je pense qu'elle fait écho à d'autres interventions qui ont eu lieu dans d'autres webinaires, de commencer petit avec ceux qui ont la volonté et puis de grossir progressivement en maîtrisant un peu les risques. Il y a une dernière question, je pense, qui était posée. La capacité de 100 tonnes du stockage est-elle suffisante pour satisfaire tout le monde? Sinon, comment s'organisent les producteurs pour se répartir l'espace disponible? Alors, les 100 tonnes, le stockage de 100 tonnes, ça a été le premier stockage. Aujourd'hui, il dépasse 200 tonnes, 250 tonnes selon le groupe. Mais ce premier stockage a été pour 9 personnes et lesquelles disposaient à ce moment 11 hectares de surface. Et pas toute la surface était en production. C'est pourquoi je dis que ça a été le point de départ. Et on ne pouvait pas risquer avec un grand investissement et surtout, les producteurs n'étaient pas capables de payer leur part. N'étaient pas capables de prendre en charge eux-mêmes un investissement. Mais la question à combien de personnes a servi ça, c'est seulement 9 personnes. C'était 9 qui ont mis un capital, 9 personnes ont essayé de mettre une partie de leur production dans ce stockage.
Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez encore poser des questions? Bon, en tout cas, l'expérience a visiblement beaucoup intéressé. Donc, un grand merci, Liliana, pour ce témoignage sur Haddad Maloré en Albanie. On va changer de zone géographique et laisser la parole à Léocadie qui va nous présenter le stockage, leur expérience de stockage du niébé. N'oublie pas, s'il te plaît, Léocadie, de rappeler ce qu'est le niébé parce qu'on nous pose souvent la question. Merci, à toi la parole. Très bien, merci Joseph. Rebonjour à tous. Donc effectivement, on travaille au Burkina Faso avec des organisations de producteurs de niébé. Donc c'est le petit haricot sec que vous voyez en photo là avec ce qu'on appelle l'œil noir. Voilà. Donc c'est ça le niébé. Donc lorsqu'on a commencé à travailler avec ces producteurs à partir de 2007, concernant les aspects de stockage, il y avait deux défis en fait essentiels qui ressortaient. C'est d'une part comment réduire les pertes post-récolte dues aux bruches. Donc les bruches, Joseph, tu peux faire défiler la photo. C'est un petit insecte que vous voyez ici sur la photo et qui se nourrit donc à l'intérieur de la graine et qui fait les dégâts que vous pouvez constater. Et ça peut aller jusqu'à, en fait, vous ne retrouvez plus rien de votre graine. Donc ça, c'était un vrai problème. Et le deuxième défi auquel les producteurs faisaient face, c'était de pouvoir stocker pour vendre à un meilleur prix. Là, je vous ai mis un exemple d'évolution du prix du kilo. Donc, vous voyez qu'en octobre-novembre, c'est la période de récolte, donc le prix est très bas. Et dès que vous pouvez stocker quelques mois, vous pouvez multiplier le prix de 50% à peu près. Donc, il y avait vraiment ces deux défis parce que notamment les commerçants en fait, profitaient du fait des dégâts causés par les bruches pour acheter à la récolte. Et eux, en fait, stockent dans des grands magasins, mettent des produits chimiques qui tuent en fait les bruches et tous les autres insectes. Et donc, c'est les commerçants qui profitaient de la hausse des prix. Alors, pour travailler sur ces deux défis, on a essayé de travailler en parallèle avec les producteurs. Tout d'abord, pour réduire les pertes, on a eu la chance d'avoir en fait l'Institut de recherche burkinabé en partenariat avec une université américaine qui a travaillé sur un sac à triple fond que vous voyez ici, il a écrit PIX, qui en fait permet d'empêcher l'air de rentrer et donc les bruches en fait meurent par manque d'oxygène. Et donc ce qu'on a fait pour accompagner les producteurs, c'est d'expérimenter cette nouvelle technique dans différents villages pour voir si ça fonctionnait bien. Et on a vu effectivement que sur plusieurs mois, même sur plusieurs années, le niébé ne bouge pas. Vous pouvez le stocker vraiment très longtemps. Et donc, une fois que ça, c'était validé par les producteurs, eh bien, on a commencé à les former sur l'utilisation de ces sacs à triple fond et à les accompagner pour qu'ils puissent eux-mêmes s'approvisionner en sacs, puisqu'au départ, ce n'était pas commercialisé sur la place du marché. Donc, les organisations de producteurs allaient commander à la capitale. Désormais, c'est devenu un produit assez courant que l'on peut trouver sur les marchés. Et donc, grâce à ce sac à triple fond, on n'a plus du tout besoin de mettre de produits chimiques. Aujourd'hui, les organisations de producteurs demandent en fait aux producteurs qui veulent commercialiser via l'organisation de forcément stocker dans ces sacs à triple fond, avant que ces sacs arrivent, ils sont arrivés dans les années 2008-2009. Avant, l'utilisation en fait, de produits chimiques posait de gros problèmes à la consommation, puisque c'était mal dosé ou bien c'était mis juste avant la consommation. Et du coup, il y a eu des problèmes en fait, de santé au niveau des consommateurs. Voilà. Ensuite, pour stocker sur plusieurs mois, maintenant que la question de réduire les pertes était résolue, il fallait aussi voir où stocker, en fait. Mais avant de savoir où stocker, il était important de voir est-ce qu'il y a une dynamique collective en fait, de stockage. Est-ce que les producteurs sont prêts
à stocker ensemble et est-ce que ça leur est profitable? Et ce qu'on a pu constater en sillonnant les villages, c'est qu'il y avait des magasins construits par des projets précédents, mais qui étaient inutilisés, ou bien des maisons d'habitation aussi inutilisées. Donc, plutôt que de commencer par construire des magasins, on a proposé en fait aux producteurs de réhabiliter ces magasins existants ou ces maisons inhabitées, avec un peu de ciment, quelques tôles, des fenêtres, voilà. Et pour commencer à stocker ensemble. Et c'est comme ça qu'en 2008, au niveau de Piscila, 5 groupements ont pris le risque, on peut dire, de stocker ensemble. Donc, comme Lilana l'expliquait, ben voilà, commencer aussi petit, voilà, 5 groupements. Ils ont stocké ensemble et puis ils ont fait le bilan en assemblée générale, qui est un bilan satisfaisant, avec calcul de la plus-value que ce stockage avait apporté. Et puis, ça a convaincu d'autres groupements. Donc, l'année d'après, c'était 15 groupements qui se sont lancés dans le stockage collectif. Et puis, progressivement, ça a gagné toute l'organisation et même d'autres organisations. Mais un autre défi est apparu, c'est que, voyant que c'était une activité intéressante, bien, les propriétaires de ces magasins ou de ces maisons ont souhaité récupérer pour eux-mêmes les magasins réhabilités. Et donc, maintenant, la question de construire en fait des magasins propres aux organisations s'imposait. Et donc, comme on était sûr que à la fois les gens avaient envie de stocker ensemble et qu'il y avait une vraie plus-value pour le producteur, on a recherché ensemble des financements pour construire des magasins adaptés. Et donc, c'est la diapo suivante qui montre plusieurs types de magasins. Donc, des magasins, à gauche, vous voyez un magasin, plutôt petit magasin de proximité en matériaux locaux d'à peu près 10 tonnes. Des magasins de proximité pour que les gens aussi aient un œil sur leur stock. Et en complément, des magasins centraux de 30 à 40 tonnes dans les chefs-lieux de communes qui servent à la fois de stockage ou de lieu de transit lorsque il y a des commandes de la part de commerçants. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que pour la construction de ces magasins, en fait, les organisations sont également devant des choses avec mise en place d'un comité de gestion des magasins qui va suivre en fait la construction depuis même l'élaboration des plans par un technicien, le choix du maçon, le suivi pendant la construction, la réception et puis aussi après qui vont assurer la gestion des magasins avec bien sûr des formations et des outils qu'on leur propose en langue locale. Voilà, et en titre de conclusion pour le Burkina, sur la diapo suivante, je dirais que le stockage est un véritable service en fait vraiment utile pour les producteurs de niébé. Puisque ça permet à la fois des gains en termes de revenus, de 20 à 50% à peu près, une épargne aussi qui est facilitée, parce que ce que nous disent les producteurs, c'est que eh bien, le fait d'avoir en fait son sac en dehors de chez soi fait qu'on ne va pas faire des prélèvements pour aller vendre au marché dès qu'on a un petit souci. Puisqu'en fait, le principe, c'est que lorsque vous stockez dans le magasin du groupement, pour le déstocker, il faut vraiment que vous ayez un vrai problème et en discuter avec les autres membres. Donc, du coup, les producteurs apprécient cela parce que ça leur donne aussi un argument lorsqu'ils sont sollicités par d'autres producteurs ou membres de la famille en disant non, mon stock est au niveau du magasin, je ne peux pas aller le chercher. Et donc, après, lorsqu'ils vendent, eh bien, ça leur permet d'avoir une plus grosse somme d'argent et de faire face à leurs besoins. L'autre avantage aussi, c'est la possibilité de warranter le stock grâce au magasin. En fait, en accord avec une institution de microfinance, on peut donc stocker le magasin, obtenir un crédit de la part de l'institution de microfinance avec un système de double clé. Et puis, lorsque soit l'organisation trouve un marché ou bien si les producteurs individuellement veulent récupérer leur stock, on ouvre et on peut faire sortir les sacs.
Ça, c'est un mécanisme qui est très intéressant parce que ça permet aux producteurs d'avoir de l'argent à la récolte à un moment donné où la trésorerie fait défaut. Et puis, quatrième point pour les avantages aussi en termes de services, c'est que ça facilite la commercialisation puisque du coup, les responsables de magasins peuvent faire la situation précise de quelle quantité de niébé on a dans les magasins, même quel type de variété on a. Et du coup, lorsque la commission commercialisation fait démarche en fait, des acheteurs potentiels, elle a une situation assez précise des quantités à commercialiser. Et voilà, ce qui est important aussi, c'est que c'est un service qui est géré par les producteurs de manière progressive. C'est-à-dire que en fait, les organisations ont mis en place des commissions stockage et commercialisation qui sont en lien avec des comités de gestion des magasins à l'échelle des villages. Et donc, progressivement, en fait, l'équipe de FERT anime des réflexions, forme ces commissions, co-construisent des outils. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, les commissions stockage et commercialisation sont capables vraiment de former elles-mêmes les nouveaux comités de gestion de magasins, de faire le tour des magasins pour s'assurer de la qualité et de faire un bilan en termes de voilà, quelles sont les quantités stockées et commercialisables pour, voilà, selon les années. Voilà un petit peu l'expérience du Burkina concernant les producteurs de niébé. Merci beaucoup, Léocadie. Il y a une première question qui t'est adressée par la Côte d'Ivoire. Les sacs à triple fond ne relèvent-ils pas le taux d'humidité des produits? Oui, effectivement, ça, j'en ai pas parlé. C'est que ce qui est très important, c'est qu'avant la mise en sac, il faut qu'il y ait un très bon séchage du niébé. Donc, en fait, on conseille aux producteurs soit de trouver une surface bien propre, bien balayée. L'idéal, c'est des bâches. Donc, c'est séché, parfois, ça peut être pendant plusieurs jours au soleil. Et une fois que le niébé est bien sec, c'est là qu'il est mis en sac. En fait. Mais s'il est mis en sac, effectivement, trop tôt, lorsqu'il n'est pas sec, là, il peut y avoir des problèmes d'humidité et du coup de pourrissement. Alors, ce point-là a été rappelé par Ange au début sur les fondamentaux du stockage. Il nous a aussi été rappelé par la FN3PT qui insiste sur cet aspect avant le stockage. Il y a vraiment cet aspect gestion sortie du champ et d'avoir un produit propre qui rentre parce que sinon, le stockage ne fait pas de miracle. Il permet de garder des qualités d'un produit, mais il ne l'améliore pas. Donc, cet aspect vraiment gestion que tu viens de rappeler, la sortie de champ, est très important. Il y a d'autres questions, tu peux les lire, je pense aussi. La durée d'utilisation des sacs à triple fond. Combien de temps Ok. Oui. Alors, pour les sacs à triple fond, en fait, tant qu'ils ne sont pas percés, vous pouvez les réutiliser plusieurs années. En fait, ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les acheteurs ne veulent pas les sacs à triple fond. Ça, c'est un peu une limite. C'est que les sacs à triple fond se manipulent très mal. C'est des sacs donc, de 100 kg bien bombés. Donc, ils sont très difficiles à mettre sur un camion puisque ça se fait à dos d'homme. Donc, c'est assez difficile. Donc, les acheteurs, en fait, préfèrent que ce soit transvasé dans des sacs classiques. Et eux, après, ils s'occupent soit de vendre ou bien de les stocker d'une autre façon. Donc, les producteurs récupèrent leur sac et peuvent le réutiliser sans problème. Alors, combien de temps? En fait, si effectivement, vous avez pu faire manuellement le vide d'air, vous pouvez le stocker plusieurs années. Il y a eu des tests qui ont été faits, ça ne bouge pas. S'il n'y a pas de trou, ça ne bouge pas. Après, le déstockage, est-ce qu'il se fait en une seule fois? En fait, ça dépend de vos besoins, puisque c'est des sacs. Donc, si vous voulez juste déstocker un sac, vous prenez un sac et vous le prenez. Donc, ça n'a pas d'importance. Alors, est-ce que l'augmentation du nombre de magasins a lissé les prix entre la récolte et la soudure?
l'agriculture, qui pourraient rendre le service de stockage moins intéressant. Alors, en partie, on n'a pas mené d'études précises parce que bon, nous, on travaille avec des OP d'échelon très local, mais effectivement, en fait, l'augmentation d'utilisation de ces sacs à triple fond au Burkina a fait que désormais, en fait, a contribué, je pense, je sais pas, je connais pas tous les facteurs qui ont contribué à ça, mais que le prix du niébé, même à la récolte, est plus élevé aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Par exemple, ça, on le constate clairement. Ça n'a pas totalement lissé parce qu'il y a quand même l'effet qu'à la récolte, les producteurs ayant besoin d'argent vont vendre. Parce que j'ai parlé de warantage, mais tout le monde ne peut pas faire du warantage. Donc, du coup, il y a quand même un effet d'offre plus importante que la demande. Donc, voilà, ça n'a pas totalement lissé. En plus, même si on peut stocker longtemps, ce qui est intéressant, c'est presque de stocker jusqu'au mois d'août. Mais pour les producteurs, une fois encore, c'est difficile en juillet. Juin, juillet, c'est le début de la campagne. On a besoin d'argent pour les intrants. Et puis, c'est la période de soudure alimentaire. Et donc, ça arrange les producteurs de déstocker à ce moment-là. En fait. Et donc, des fois, on peut voir une petite baisse de prix à ce moment-là. Les commerçants en profitent pour faire baisser le prix. Ok, merci beaucoup Léo Kadi. Est-ce que vous souhaitez encore poser des questions sur cette expérience du stockage du niébé au Burkina Faso? Une autre question. Ah oui. Y a-t-il une relation échange entre les magasins, les responsables? Si oui, ça va donner une meilleure valorisation. Je n'ai pas bien compris la question, mais en fait, les magasins, ils sont tous membres d'une même organisation de producteurs. Donc, en fait, effectivement, il y a des échanges forcément entre eux. Lorsque ils font les bilans du stockage, ils se réunissent tous ensemble. Et lorsqu'il y a des marchés potentiels, c'est pareil. Il y a des réunions, bien ils sont contactés au téléphone pour voir si les groupements sont intéressés pour vendre à ce prix-là ou pas. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Sinon, peut-être, Liliana, tu peux poser la question en activant ton micro. Ok, bon, je pense que c'était à peu près ça la question. Merci beaucoup Léo Kadi. Si vous n'avez plus de questions, je propose qu'on passe à l'expérience à Madagascar, où Christian va nous présenter le stockage de produits agricoles, essentiellement le paddy, donc le riz et la pomme de terre. Christian, je te laisse la parole. Merci Joseph de m'avoir donné la parole. Bonjour à tous. Donc, pour introduire un peu notre témoignage sur Madagascar, je voudrais vous partager un peu le contexte ici à Madagascar. Christian, si tu peux reculer un peu du micro parce que sinon ça crache et on n'entend pas très bien. Là. Merci. Ah, c'est bon comme ça? Oui, c'est mieux. Merci. D'accord. Merci. Donc, Madagascar est un pays en sous-développement, sous-développé, que la plupart de la population sont en milieu rural et qui souffrent de la sécurité alimentaire chronique. La plupart, on dirait 70% des ménages en milieu rural donc, souffrent de cette insécurité alimentaire chronique. À un certain moment de l'année, la plupart, c'est plus de 6 mois de soudure. Donc, quand on parle d'insécurité alimentaire, c'est que la population a une manque, n'a pas la quantité suffisante donc, de la nourriture journalière. Et ça, il y a plusieurs facteurs qui a causé tout ça. Il y a les aléas climatiques, puisque dans l'océan Indien, il y a beaucoup de cyclones. Il y a aussi le changement climatique, la sécheresse qui touche la plupart des pays dans le monde. Il y a l'inondation, il y a l'attaque des criquets
et tout ça donc qui cause. Mais il y a aussi le terrain cultivable à Madagascar, selon l'étude de Friedrich Ebert, c'est à peu près 36 millions d'hectares de terres cultivables, alors que à peine 3 millions d'hectares sont effectivement exploités à Madagascar. C'est une étude de Friedrich Ebert, Steve Ting en 2014. Et tout ça donc dit que peu d'exploitation de la terre à Madagascar, alors qu'à Madagascar, c'est le riz l'aliment de base. C'est le plus consommé à Madagascar. Et en voyant tout ça donc FERT et FIFATA, depuis leur collaboration en 1989, ont essayé de répondre aux besoins des producteurs. Et ils ont vu qu'il y a vraiment cette insécurité alimentaire à Madagascar. Actuellement, FERT et FIFATA accompagne 300 000 exploitations agricoles familiales, des ménages agricoles donc, dans 10 régions de Madagascar. Et FERT donc accompagne FIFATA pour atteindre son objectif et sa vision. Donc, la vision est la vision de FIFATA et que il y a l'agriculture familiale, professionnelle, compétitive et qui s'agrandit. Et pour répondre donc aux besoins de ces agriculteurs et contribuer à la diminution de cette insécurité alimentaire, FERT et FIFATA ont voulu donc mettre en place des infrastructures de stockage. Et en 2004, donc, en discutant avec les producteurs, et ils ont donc mis en place des magasins de stockage en dur qui coûtent qui coûtent donc c'est très coûteux et qu'ils ont mis en place dans la région sud pour démarrer donc l'action sur la sécurité alimentaire. Et là, donc, vu que le coût est très élevé, le coût de la construction est très élevé, il y a des producteurs qui, qui ont dit à nos techniciens à l'époque, en 2010, dans la région urbaine, est-ce que, est-ce qu'il est possible de construire des magasins de stockage en matériaux locaux parce qu'ils n'arrivent pas à dupliquer le bâtiment de stockage en dur par leurs propres moyens. Donc là, donc, le technicien a remonté le souhait des producteurs à faire des FIFATA et tout de suite, FERT et FIFATA ont réagi et ont recruté des stagiaires et techniciens pour faire l'étude. Et là, donc, si possible, comme les producteurs ont dit, de former les maçons locaux, de, de construire la maison avec les matériaux locaux. Et après l'étude, donc, on a fait des pilotes, des bâtiments de stockage pilotes en matériaux locaux en 2010. Et après, il y avait encore une étude et pour améliorer donc la qualité du magasin de stockage avec les conditions, les normes de stockage. Il s'agit de l'aération, la protection contre le rat. Il y a aussi tout ce qui est euh, euh, protection des produits à l'intérieur du bâtiment de stockage. Et on a pu construire jusqu'en 2020 139 bâtiments de stockage en matériaux locaux qui sont opérationnels. Mais en plus de ça, c'est pas tout le monde qui a donc les moyens pour construire des bâtiments de stockage en matériaux locaux parce que il y a ceux qui souhaitent en avoir mais qui n'ont pas le moyen. Donc, il y a des projets qui ont donc subventionné la construction de ces bâtiments en matériaux locaux. Et on a aussi accompagné les producteurs à aménager aussi des pièces, des maisons pour devenir donc une pièce de stockage avec les normes de stockage. En tout, donc, il y a 3 solutions donc, qui s'adaptent aux besoins des capacités de gestion des producteurs. Là, donc, on a essayé donc d'adapter en fonction des besoins les infrastructures de stockage. Là, donc, les bâtiments en dur, les bâtiments en matériaux locaux et l'aménagement, petit aménagement des pièces de maison. Après ça, donc, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure,
c'est le riz, l'aliment de base à Madagascar. Donc, on a pris l'exemple du riz. Et le riz qui est la culture du riz qui est pratiquée par 73% des ménages ruraux. Et alors que c'est pas encore suffisant parce que Madagascar importe encore du riz hein, venant de l'extérieur. Et là, donc, on a essayé d'accompagner les producteurs pour augmenter le rendement, la production. Et entre 2017 et 2019, il y avait donc une augmentation de 59% du rendement sur le riz. Donc, puisque le rendement donc, augmente, il faut aussi des capacités de stockage parce que les matériaux de stockage en matériaux locaux qu'on a construits, c'est au maximum 10 tonnes par bâtiment. Et tout ça, donc, il faut sensibiliser les producteurs à stocker du riz pour contribuer à la sécurité alimentaire. Et aussi, c'est pas seulement pour la sécurité alimentaire, hein, il y a aussi pour la vente parce que au moment où le prix du riz augmente, ceux qui ont stocké donc puissent bénéficier donc euh, la, euh, à la vente du riz à un meilleur prix. Et il y a aussi le stock pour stockage des semences pour la prochaine campagne. Euh, Dans le cas de Cap Malagache, on prend donc ici l'exemple de Cap Malagache, les producteurs donc, ont pu stocker jusqu'à 43% de leurs produits. Donc, ils se consacrent beaucoup plus donc, dans le stockage pour remédier à la sécurité et aussi pour gagner plus de revenus. Et il y a aussi la pomme de terre, qui est aussi l'aliment en complément du riz. Donc, il y a la pomme de terre. Et la pomme de terre, qui est à la fois complément du riz, à la fois aussi une semence à prix intéressant. Et on travaille avec le CFL pour la production des semences. Et là, actuellement, donc, on a mis en place des infrastructures de stockage pour la pomme de terre aussi. Et pour éviter les pertes sur le post-récolte et rendre accessible aux semences. Donc, on a mis des clayettes pour stocker les pommes de terre et jusqu'à 3 mois ou plus. Et tout ça, donc, c'est vraiment l'avantage, c'est des innovations qu'on a apportées auprès des producteurs. Et il y a plusieurs utilités du stockage en général. C'est la sécurité alimentaire, que tout le monde donc, puisse diminuer la durée de la soudure. Et il y a aussi le complément du prix à la vente, parce qu'au moment de la récolte, le prix est très bas et après, ça augmente au fur et à mesure que le produit n'existe plus et c'est difficile à trouver sur le marché. Il y a aussi ceux qui font le crédit auprès des IMF, des institutions de microfinance. Donc, on peut le faire aussi à titre de garantie, au même valeur que le crédit donc, que le producteur peut avoir auprès des IMF. Et le plus important, c'est que le bâtiment de stockage est aussi a créé un lien social entre les membres de l'OP, des organisations paysannes. En fait, ici à Madagascar, donc, il y a déjà une organisation, le social des habitants, même avant l'intervention de Fert et Fifata, il y a déjà donc cette sociale au niveau de la population, au niveau d'un village. Quand il y a un décès, c'est le social donc, qui prend en charge la nourriture et ils font des stocks ensemble. Et ça a facilité donc de la mise en place de l'organisation paysanne pour la gestion des GCV. Donc, ça a créé un lien entre eux. Même au départ de la construction de bâtiments de stockage en matériaux locaux, chaque membre, les membres des OP donc, contribuent tous à la construction. Et tout cela, donc, ne va pas jusqu'au bout sans l'accompagnement des techniciens qui sensibilisent les producteurs et forment les producteurs sur les bonnes pratiques depuis la récolte, le séchage, le conditionnement, jusque même à la consommation ou à la vente des produits. Et
il y a la formation sur les techniques de gestion des magasins de stockage, l'entretien des magasins et la gestion des stocks. On utilise des outils qu'on a créés nous-mêmes. On l'a diffusé, on accompagne les paysans sur l'utilisation de ces outils-là. Les outils, il y a le registre des membres, il y a la quantité de produits stockés, il y a aussi le calendrier de stockage, des stockages qui est vraiment très nécessaire donc, à respecter parce que si on veut donc réduire l'insécurité alimentaire, il faut respecter ce calendrier de stockage. Donc, tous ceux qui donc, souhaitent donc, entrer dans l'organisation paysanne ou l'association qui gère le GCV, le magasin de stockage, doivent respecter donc, ces règlements intérieurs. Donc, voilà à peu près donc, ce qui se passe ici à Madagascar sur le stockage. Merci. Merci beaucoup, Christian. Ta présentation fait aussi écho à ce que Léo Kadi a présenté sur le Burkina, hein, sur le warrantage, sur la sécurité alimentaire et le complément de prix. Est-ce que vous avez des questions? Alors, vous pouvez les poser par écrit, mais on aime bien de temps en temps entendre votre voix, donc vous pouvez tout à fait les poser à l'oral aussi en levant la main si vous voulez. Pas de questions, pas de remarques sur la présentation? Ok. Très bien, on pourra toujours reprendre à la fin si vous le souhaitez. Comme on a commencé à en prendre l'habitude lors des précédents webinaires, on invite toujours un élu, parfois plus, pour participer à ce webinaire. Donc, c'est souvent des élus de France, puisque c'est compliqué pour la connexion Internet pour nos collègues agriculteurs dans les pays dans lesquels on intervient. Aujourd'hui, on a proposé à Eric Falou, donc président de FN3PT, Fédération nationale des producteurs de plantes de pommes de terre, avec qui on travaille notamment à Madagascar, en partenariat avec le groupe IFATA, d'intervenir et de lui dire un peu ce que ces différentes présentations et explications lui inspirent. Donc, Eric, on te laisse la parole. Merci. Merci de me donner la parole. Simplement, je pense que vous l'avez tous bien entendu et tous compris dans tous les témoignages qui ont été faits là, par nos amis dans différents pays. Le stockage, pour un producteur, c'est d'abord d'avoir une indépendance de son produit et de maîtriser son produit. Si les problématiques sont d'ordre de surproduction à la récolte, et bien entendu que le stockage a son intérêt pour l'écouler dans le temps, mais aussi donc approvisionner le marché, ça veut dire ça aussi. Malgré tout, il faut bien regarder le produit et la production par rapport au marché, puisque certains produits sont produits à l'année. Exemple, alors je vais beaucoup m'attarder sur la pomme de terre, je suis désolé, mais c'est mon gène, la pomme de terre, donc c'est pour ça que je vais m'attarder là-dessus. Mais l'exemple à La Réunion, j'ai pu faire une petite mission là-bas où on s'est rendu compte que sur la pomme de terre, ça ne servait à rien ou pas à grand-chose de stocker de la pomme de terre, tout simplement parce qu'ils étaient en production quasi toute l'année. Donc le stockage n'avait pas d'intérêt. Donc c'est là où il faut bien identifier le besoin du stockage, donc l'intérêt de stocker. Ça a été dit aussi que le stockage, c'était une phase donc, entre le moment où on sème, où on plante, et le moment où on met en vente. Et à ce moment-là, il y a une phase entre les deux, entre le stockage et la plantation, qui est le cycle de production. Et ça a été dit au début par André. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est que la qualité qui va sortir du champ, c'est aussi ce qui va conditionner la qualité d'un stockage ou du produit en stockage. Ça, c'est vrai aussi. Voilà ce que je dirais sur le stockage. Après, sur la partie où je vais me focaliser peut-être un peu plus, c'est ce que nous avons fait. Alors, quand je dis nous, c'est le groupe d'agriculteurs, non pas FN3PT, mais ça s'appelle Beauceplan. Donc, c'est une structure qui est de producteurs de plants de pommes de terre, donc de la semence. Donc, nous, notre souci au travers de la semence, le fait de stocker de la semence, c'est de pouvoir donc la conserver. Donc, une pomme de terre, c'est globalement 85% d'eau. C'est un produit vivant, quand je dis 85% d'eau. Donc, à partir de là, une pomme de terre que l'on stocke, il faut qu'elle puisse se conserver.
Et le plant de pommes de terre, il est hors de question de trouver quelques pratiques chimiques ou autres pour la conserver, puisque donc les pratiques chimiques, c'est empêcher la germination. Et pour du plant de pommes de terre, obligatoirement, on lui demande, quand on le remet en terre, c'est de germer. Donc nous, la seule solution qu'on avait pour conserver des plants de pommes de terre sur environ 8 mois, ça a été donc de les conserver au froid, en clair, des endormir, donc du stockage qui se situe entre 2 et 4 degrés, pour pouvoir conserver ces pommes de terre-là. Donc ces stockages, l'expérience a commencé en 2000, où on a eu contact, j'ai eu contact avec des gens qui vendaient de la semence de pommes de terre, et à qui j'ai dit je suis prêt à multiplier des semences de pommes de terre pour vous. Comment on peut faire? Et donc le projet est né comme ça, et puis il a grandi très vite, puisque dès la première année, on a eu 50 hectares de multiplication de plants de pommes de terre. Et donc, on s'est mis à 5 agriculteurs. Moi, tout seul, mon exploitation ne me permettait pas de produire ces 50 hectares, puisqu'on a des rotations qui doivent être réglementaires obligatoires d'entre 5 et 6 ans. Donc, mon exploitation ne me permettait pas de faire tout ça. Donc, j'ai contacté quelques collègues voisins et amis en disant, voilà, est-ce que vous seriez partant pour ce projet donc de construction d'un bâtiment froid pour conserver des plants de pommes de terre? Et puis, petit à petit, on a construit notre projet, on a construit le bâtiment. Mais ce que je voudrais dire à ce moment-là, c'est quand même que la naissance de ce bâtiment, du projet, passe par, et ça a été dit dans toutes les interventions, par une phase de discussion entre les gens, qu'on se mette bien d'accord sur l'objectif, sur ce qu'on veut faire et comment on veut le faire, surtout. Et donc ça passe au travers de statuts. Alors bon, je vais peut-être parler un peu trop français, parce que bon, il y a certaines choses qui se passent en France qui ne se passent pas dans les autres pays. Mais donc, il a fallu trouver une forme juridique à notre bâtiment. Et donc, nous avons fait une SARL, Société Anonyme à Responsabilité Limitée. Donc, ça, c'est simplement par rapport aux engagements de chacun. La responsabilité limitée, c'est le fait qu'on n'est pas dépendant de son voisin, c'est-à-dire si son voisin ne subvient pas aux charges de l'entreprise, enfin du bâtiment, ce n'est pas celui d'à côté qui paye, quoi. Et il y a d'autres formes où c'est les GIE, groupements d'intérêt économique, où là, par contre, s'il y a un qui fait défaut dans le paiement, c'est les autres qui en sont responsables ou qui en ont la charge. Donc ça fait partie des discussions de base dans quelle forme juridique on devait prendre. Il y a des aspects aussi que je qualifie fiscaux. Et là, on a fait une erreur, nous. Donc, on a fait une SARL, comme je vous l'ai dit. Sauf qu'en France, il y a une fiscalité sur les bâtiments de stockage qu'on n'avait pas vu venir. Donc, cette fiscalité, le monde agricole en est exonéré. Sauf que sous la forme SARL, on est considéré comme des sociétés commerciales. Et qu'à partir de là, donc, il y a une fiscalité qui s'applique. Donc, voilà, donc aujourd'hui, on est en discussion avec l'administration fiscale pour essayer de sortir. Bon, a priori, on doit voir le bout du tunnel, mais il faut avoir une reconnaissance agricole pour être exonéré. Donc ça fait partie des choses qu'il faut pas oublier. Ce que je dirais aussi, c'est que donc, pour cette société, il a fallu créer les statuts. Donc les statuts précisent donc, les membres de la société, avec le montant de capital qu'ils doivent mettre, qu'on a mis tous ensemble en garantie face à l'emprunt bancaire, puisque donc, vu le montant des investissements, encore une fois, on ne pouvait pas le faire chacun de son côté, mais la banque, dans tous les cas, demande, même si on est regroupé, des garanties. Donc les statuts. Et aussi, ce qu'il faut, à mon avis, nous, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, au moment de la construction du projet, on est tous en accord, on est tous bien d'accord sur les objectifs, sur tout ce qu'on doit faire dedans. Et au fur et à mesure du temps, je dirais que les choses évoluent. Le temps fait que les gens peuvent changer de position. Les gens peuvent aussi prendre leur retraite et donc avoir des remplaçants. Donc, tout ça fait que c'est une vie, le bâtiment vit, le projet vit. Et donc, nous avons fait un règlement intérieur écrit. Je précise écrit parce que les paroles, voilà, c'est ce que l'on dit et on peut vouloir respecter sa parole et c'est tout honorable de la respecter. Mais malgré tout, quand on est face à des problèmes, il vaut mieux avoir un écrit.
Et donc, nous avons créé un règlement intérieur que nous avons validé tous en Assemblée générale. Voilà un petit préambule de ces petites choses-là, parce que je pense qu'il ne faut pas les oublier. C'est des choses qui peuvent nous pourrir la vie, je dirais, excusez-moi pour le terme pourrir, mais qui pourrir la vie et voir la vie d'une entreprise ou d'un stockage collectif à quelque mesure que ce soit ou à quelque dimension que ce soit. Voilà, donc nous, notre plan de pommes de terre, donc nous stockons, donc, je vous ai dit, en 2000, nous sommes partis à 5 et nous avons grandi après, donc en 2010, puisque nous avons doublé le nombre d'agriculteurs qui ont adhéré donc, au projet. Et puis, donc aujourd'hui, tous ces agriculteurs, donc on stocke tous nos plants de pommes de terre dans ce bâtiment. Et on a un fonctionnement qui est un fonctionnement totalement coopératif, puisque donc chaque agriculteur donc apporte ses pommes de terre au bâtiment. Il y a une valorisation qui est faite par la société. Et donc, la société rémunère ses agriculteurs en fonction, je dirais, de ce qui reste. C'est-à-dire que la vente de l'ensemble de ces pommes de terre donne un chiffre d'affaires et sur lequel donc, la société doit prendre tout ce qui est la partie de ses charges, les salaires, les remboursements d'emprunts. Ne pas oublier aussi que donc, nous, dans notre cas, on doit faire du conditionnement. Et donc, du conditionnement de pommes de terre, ça nécessite aussi des investissements parce qu'on parle du stockage bâtiment. Donc, il faut aussi parler de tout ce qui est environnant à ce stockage, donc notamment tout ce qui est les outils de mise en sac pour le plan de pommes de terre ou en big bag ou de calibrage ou choses comme ça. Donc la société fait face à toutes ces charges et donc à la fin il reste une enveloppe que l'on se répartit à l'ensemble des agriculteurs, donc avec donc des choses qui sont précisées justement dans le règlement intérieur où chaque agriculteur doit faire le nécessaire et l'effort de maximum de sa productivité et aussi de la qualité des produits. Donc, on a un genre de petite commission qui s'organise, qui regarde ça et qui analyse donc on va dire le bon travail de chaque agriculteur pour amener le produit jusque sur le marché et donc la qualité entre autres qui est donc produite. Et donc, en fonction de ça, normalement chaque agriculteur a pour objectif d'être rémunéré de la même façon, quel que soient les objectifs étant donnés, quelle que soit la variété produite, puisque nous produisons environ 13 variétés de pommes de terre, et donc chaque agriculteur a la même rémunération. Et aujourd'hui, donc, ce projet donc, concerne à peu près 120 hectares donc, de production de pommes de terre. Voilà un petit peu, je ne sais pas si on a encore un peu de temps, Joseph, mais voilà ce que je pouvais dire de notre projet. Merci beaucoup, Eric. Le temps, on va le consacrer aux questions-réponses. Si vous souhaitez interroger un peu Eric sur cette expérience de structuration. Alors, il y a déjà une question de ton directeur, Eric. Oui, Bernard, on t'écoute. Tu peux parler à l'oral. Ouais. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous m'entendez parce que je vous écoute d'une oreille, parce que je suis sur une autre réunion. Donc, je vais pas remettre je vais pas poser question à mon président. Donc, je me présente d'abord effectivement Bernard Quéré, directeur de la FN3PT, avec une petite expérience aussi au Burkina Faso il y a quelques temps sur la pomme de terre et le plan pomme de terre avec justement ces problématiques-là de stockage, collaboration aussi donc avec FERT à Madagascar et CEFEL sur la thématique aussi pomme de terre. Est-ce que le point que je voulais soulever en débat un petit peu avec l'ensemble des participants, c'est la réflexion autour du froid solaire. Par rapport à mon expérience sur le Burkina, c'est des choses qu'on avait déjà regardées, qui à l'époque coûtaient très cher. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se démocratise, entre guillemets, avec techniquement et financièrement des solutions aujourd'hui qui commencent à être plus accessibles. C'est des discussions qu'on a commencé à avoir avec André du CEFEL. C'est des discussions aussi et des réflexions qu'on a en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement au Burkina, mais aussi au Mali, au Niger, un petit peu aussi en Afrique du Nord. Donc voilà, moi, ce que je voulais évoquer avec vous, c'est ces solutions-là de froid solaire. Est-ce que c'est aujourd'hui des choses une orientation qui vous paraît aujourd'hui souhaitable? Merci.
Merci Bernard pour ce point-là. Est-ce que sur le froid solaire, c'est des choses qui ont déjà été questionnées ou en tout cas abordées dans vos différents pays? Peut-être au Burkina, Côte d'Ivoire? Oui, peut-être juste un mot parce qu'on n'a pas encore beaucoup travaillé sur ça. Je sais qu'au Burkina, il y a eu pas mal de travail avec certains producteurs de pommes de terre, donc c'est peut-être ça dont on parle. Nous, on commence un partenariat là, avec des maraîchers autour de Ouaga, dont certains sont producteurs de pommes de terre, donc c'est quelque chose qui peut-être peut nous intéresser dans l'avenir, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment travaillé dessus. Ok, merci. On est à disposition en tout cas pour en discuter. Pardon Joseph. Il n'y a pas de souci, on peut en discuter. On a identifié des fournisseurs, on a identifié une certaine technologie pour certains volumes. Donc, on a déjà des éléments techniques et financiers qui sont intéressants. Après, je laisserai l'ensemble des participants poser les questions à Eric et sur son expérience. J'ai peut-être coupé un petit peu les choses, mais je pense que l'expérience qu'a évoquée Eric à l'instant est très intéressante sur l'approche collective. Donc, je laisserai bien entendu les participants poser les questions à Eric. Merci. Merci Bernard. Et Ange, on a vu une main se lever et se baisser. Est-ce que tu souhaites dire un mot? Oui, juste un petit mot sur le solaire. Effectivement, c'est vraiment très intéressant, hein. Et comme Bernard avait évoqué tout à l'heure, que nous, ici à Madagascar, on aimerait développer ce stockage à froid pour la pomme de terre, déjà évoqué par Eric, que ça améliore aussi donc la qualité de semences en termes de germination. Mais on a tellement cherché des expertises à froid, mais les experts à froid à Madagascar se spécialisent surtout sur les froids avec l'électricité, le courant continu et tout ça. On a discuté avec les experts, mais ils ont dit que ce n'est pas encore possible ici à Madagascar de produire le froid avec l'énergie solaire parce que peut-être les matériels ou les expertises, mais je pense que c'est vraiment très intéressant ici chez nous et c'est vraiment bienvenu ce que Bernard Kéré avait dit tout à l'heure que lui, il a déjà identifié les fournisseurs et il y a déjà les analyses techniques et financières. C'est vraiment très intéressant pour nous aussi. Merci beaucoup. Ok, merci. Donc, je pense qu'on pourra avoir un échange de nouveau, Bernard, avec le CEFEL pour étudier ces questions-là. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions que vous souhaitez poser? Oui, Augustin, on t'écoute. Oui, bonjour à tous. Bonjour Eric. Une question par rapport au statut juridique et qui fait débat dans la question de commercialisation. Pourquoi ne pas avoir choisi la coopérative pour le statut de votre OP? Alors, on est parti à 5 et c'est vrai que, alors même si aujourd'hui on travaille on fonctionne comme une coopérative, voire même plus qu'une coopérative, parce que je disais tout à l'heure que voilà, notre chiffre d'affaires, c'est lui qui va générer le même résultat ou le même règlement pour chaque agriculteur. Donc on va bien au-delà de la coopérative, puisque la coopérative, elle, rémunère son producteur qui lui amène son produit propre. Pourquoi ne pas avoir choisi le statut de coopérative? Pour une question aussi de simplicité. Et à cette époque-là, les conseillers juridiques que nous avions nous conseillaient tous dans les pommes de terre de constituer des SARL. Et donc, dans les années, jusqu'aux années 2003-2004, les cabinets de conseil nous conseillaient les formes SARL parce que c'était plus simple, c'était moins engageant. Parce que je le disais tout à l'heure, une forme coopérative, c'est une forme où quand il y a défection de l'un ou de l'autre, les responsabilités retombent sur ceux qui restent, quoi. Et donc ça, c'était un engagement que les producteurs que nous étions à cette époque-là, les 5 premiers, n'ont pas voulu prendre. Je sais. Oui, Liliana, on t'écoute et puis après, on donnera la parole à Bernard. Vas-y, Liliana.
J'ai une toute petite question pour Eric. J'ai beaucoup apprécié son intervention, un témoignage vrai, en fait, et une grande expérience depuis 2001. Alors, dans un groupement ou coopérative plus tard, a eu quelqu'un pendant ces 20 ans qui a exprimé la volonté de faire un investissement personnel dans le stockage? Et si oui, est-ce qu'il y a une relation entre la coopérative ou le groupement et une personne ou un agriculteur individuel qui a investi sur un stockage? Alors, je ne sais pas de quel investissement tu veux parler. L'investissement d'une personne, oui, il y a un gérant dans l'entreprise. Si c'est cet investissement-là dont on parle, d'une personne qui s'occupe donc du bâtiment et qui s'occupe donc de tout ce qui est des investissements en collaboration avec l'équipe, parce qu'on fonctionne en toute transparence. Cette transparence fait que tous les investissements sont décidés en commun. Toutes les décisions donc, se prennent d'un commun accord. Et donc, à partir de là, on partage tout. Est-ce que j'ai répondu à la question sur l'investissement ou... En fait, peut-être ce n'était pas très clair ma question. Ma question, c'est que, voilà, vous avez 20 ans d'expérience dans un groupement de producteurs qui ont déjà en commun un investissement en stockage. Et pendant ces 20 ans, parmi ceux qui ont sont déjà membres de ce groupement, a eu quelqu'un qui a voulu faire, après 10 ans ensemble, faire un investissement tout seul, individuel, et est-ce qu'il a gardé après les relations avec votre groupement? Alors non, nous sommes tous restés dans le groupement, hormis les parents qui arrivent à la retraite, et c'est des enfants dans les cas qui nous concernent qui ont continué de travailler avec nous. Non, les 10 que nous sommes aujourd'hui sont restés. Il y a eu 2 départs de l'entreprise. Un pour raison de décès, la personne est décédée, donc voilà, il n'y a pas eu de suite. Et le deuxième, c'est parce qu'il est arrivé à la retraite et que le fils qui était plus réactif ne souhaitait pas continuer donc l'activité de production du plant de pommes de terre. Voilà les 2 départs qu'on a eus, mais il n'y a aucun n'est parti pour constituer son propre groupement. Ok, merci. Okay, c'est pas dans le mauvais sens, c'est dans le bon sens. C'est dans le bon sens, oui, tout à fait. Oui. Ok. On va prendre 2 dernières questions, puis on va clôturer pour tenir le timing. Bernard, tu voulais intervenir? Oui, alors rapidement, une question à Eric, mais qui rejoint un autre thème qui est important d'aborder, je pense, c'est sur la traçabilité. Comment tu assures la traçabilité de tes lots au sein de ton stockage? Et juste une petite remarque aussi sur ce qui vient d'être dit avant, entre l'organisation collective pour mettre en commun des moyens pour la production, donc sous la forme d'une SARL ou de CUBA, ou éventuellement de coopérative, et aussi l'intérêt de s'organiser en OP, donc en organisation de producteurs. C'est 2 choses différentes. Hein. Et l'intérêt de l'OP ou de l'AOP aujourd'hui aussi, c'est aussi de pouvoir faire des démarches pour avoir des financements publics pour justement, notamment, financer ces stockages-là. Voilà. Merci Eric, si tu peux nous éclairer sur la partie traçabilité. Oui, je vais vous éclairer, mais ce que tu as dit, c'est vrai que nous, le fait d'être organisé et donc en collectif là, de producteurs, on a pu bénéficier à la fois d'aide régionale et d'aide européenne sur nos investissements. Voilà, c'était pour boucler la question de Bernard. Et sur la traçabilité, donc vous avez la photo où vous voyez des caisses en bois. C'est ce qu'on appelle les pallocks. C'est là où on stocke l'ensemble c'est comme ça qu'on stocke nos plants de pommes de terre. Et vous voyez un petit carré, alors vert ou blanc ou la couleur que vous voulez, là sur le côté droit du pallox. Et c'est là où on identifie. Donc, je vous disais tout à l'heure 13 variétés, donc il faut évidemment ne pas faire de mélange variétal. Et c'est là qu'on identifie à la fois les variétés et à la fois les lots. Donc, nous en France, la particularité donc, de notre traçabilité, alors particularité, excusez-moi, c'est pour la particularité, mais ce qu'on fait, c'est que donc, nous sommes producteurs de semences. Et donc, nous avons un numéro enregistré donc, au service officiel de contrôle qui dépend du ministère de l'Agriculture. Et donc,
sur ces petites étiquettes que vous avez d'agrafées sur les palox, on retrouve, donc je vous ai dit, le nom de la variété, le nom du producteur, et cette variété et ce nom du producteur correspond à un lot, à une parcelle qui est enregistrée au niveau du service officiel de contrôle. Et donc, dessus, on retrouve aussi le numéro qui est d'enregistrement. Donc, nous, notre numéro de producteur, enfin, c'est un 312 045. Et derrière, on a une codification de parcelles, la 1, la 2, la 3. Et donc, quand l'inspection vient dans le bâtiment pour venir voir les plants de pommes de terre, l'inspecteur passe. Voilà, donc il a la lecture tout de suite de savoir donc, le lot qu'il a devant les yeux et le lot qu'il doit agréer s'il y a une demande de départ, de préparation. Donc, c'est à partir de ce numéro-là que tout est travaillé. Alors, dessus, on y rajoute, nous, en plus, la date d'entrée du palox, ce qui nous permet, quelquefois, quand on a un souci de conservation, je le disais tout à l'heure, par exemple, un palox qui évolue dans le sens où les pommes de terre se conservent mal, on regarde ce qui s'est passé le jour de la rentrée. Quelquefois, on peut remarquer que c'est lors du transport entre le champ et le stockage, les pommes de terre ont mouillé, par exemple. Il y a eu un orage, ils ont mouillé. Donc, on a une explication du pourquoi et du comment, pourquoi elles se sont mal conservées. Et je voulais rajouter quelque chose d'autre sur le… Oui, et à partir de ça, on a aussi un numéro sur chaque palox qui est… Alors, tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Léocadie ou Liliana qui a parlé donc, déjà de traçabilité avec un gestionnaire de stock. Ça nous permet, nous aussi, c'est notre gestionnaire, c'est la base de notre gestionnaire de stock que nous avons fait nous-mêmes aussi. Et donc, on sait qu'un palox, c'est une tonne 250 de pommes de terre. Et à partir de là, donc, on a un nombre de palox, ce qui nous permet, dès la récolte, c'est-à-dire dès le mois d'août, de donner aux commerciaux tout de suite les quantités qu'on a à vendre de chaque variété, de chaque lot. Et eux, parce que dès le mois de septembre, novembre, ils se mettent déjà sur le terrain et sur le commerce pour expédier les pommes de terre au mois de mars, avril, voire plutôt sur décembre, lorsque ce sont des pommes de terre qui partent à l'export. Voilà ce qu'on peut retrouver sur notre étiquette et notre traçabilité. Et après, donc, tout ce lot-là est tracé. Et donc, au niveau de la Fédération nationale des plants de pommes de terre, donc, il y a un outil qui nous permet donc de tracer l'ensemble, la vie du lot, dès l'instant où il y a eu une bouture qui a été faite à un moment donné pour créer ce lot-là, et la division du lot un peu partout disséminée, puisque donc au fur et à mesure que le lot grossit, on sait que ce lot il va être réparti sur toute la France, on va dire, voire sur des pays étrangers. Et à partir de là, si on a quelque chose, un problème un jour sur le lot, on sait remonter tout l'arbre généalogique de ce lot-là et de trouver des correspondances s'il y a des problèmes ou pas, et ce qui nous permet donc d'avoir une traçabilité totale sur le lot. Ok, merci beaucoup Eric. Pour information, FERT et FN3PT travaillent ensemble à Madagascar pour accompagner le groupe FIFATA à la mise en place d'un système de traçabilité sur les plants de pommes de terre. Et donc, ça avance à une autre échelle, mais ça avance. Une petite dernière question, un peu piège pour Eric. D'après vous, quelle est la meilleure démarche, mode de gestion pour les stockages en commun? Ah non, mais la meilleure démarche, je veux dire, c'est la discussion, et ça a été dit dans toutes les interventions. Il faut que les producteurs arrivent à se parler, c'est la base du collectif. Je veux dire, ça, c'est ancestral. Il faut que les gens puissent s'entendre. Je veux dire, c'est la première base de tout. Il y a des besoins nécessaires de stockage partout pour toute espèce, toute variété, tout ce que vous voudrez. Mais derrière ça, le commun passe par l'humain. Et à partir de là, il faut absolument que les gens puissent s'entendre. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout le départ, on se tape dans la main. Chez nous, on dit comme des maquignons dans le temps qui tapaient dans la main pour acheter un animal. Aujourd'hui, voilà, on est sur des pratiques qui sont complètement différentes. Et c'est pour ça que je vous parlais de statut, mais aussi de règlement intérieur, où dessus, faut écrire ce qu'on a envie d'écrire. Et là, on se met d'accord ou on ne se met pas d'accord. Et à partir de là, c'est là où on peut s'inscrire dans la durée, si tout le monde est d'accord sur la base de ce qui est écrit. Je pense que ça, c'est hyper important.
Merci beaucoup, Eric. Effectivement, ça fait écho à beaucoup de choses qu'on a déjà évoquées dans les précédents webinaires. Merci beaucoup. Donc, je vais faire une petite synthèse assez rapide de ce qui a été échangé. Donc, Ange nous a rappelé en introduction les fondamentaux sur les techniques de stockage, les aspects techniques du stockage. En premier lieu, et ça a été rappelé à plusieurs reprises, un produit propre à l'entrée, à la sortie du champ, c'est la base pour avoir un bon stockage et garder les propriétés du produit pendant le stockage. Il a évoqué également le travail sur la lutte contre les agresseurs et l'humidité, qui était une des bases importantes pour avoir un stockage de bonne qualité. Liliana a illustré un peu ces aspects stockage en mettant un accent plus fort sur l'aspect accompagnement de l'OP dans sa réflexion et surtout l'aspect structuration, comment on s'organise ensemble. Et elle a bien montré au travers de leur longue expérience que finalement, ils avaient commencé petits avec des producteurs qui avaient les yeux qui brillent, comme elle a dit, et que ça a permis de mettre une base solide qui a pu progresser dans le temps par un dialogue, par un travail d'animation, et que finalement, aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un long travail, mais elle rappelait l'importance de cette démarche de discussion et le rôle que FERT avait joué en termes d'accompagnement. Léo Kadi, au Burkina Faso, nous a montré un exemple de réponse technique sur ces aspects de stockage. Tout d'abord par l'introduction d'une innovation, les sacs PIX, un triple fond, et aussi par les tailles de bâtiments adaptées, des petits bâtiments au niveau local, des plus grands bâtiments au niveau central, et même des aménagements, et que tout ça, c'était lié à un travail d'accompagnement à la structuration permanent qui a été fait par les équipes de FERT au Burkina auprès des OP. Elle a montré les multiples avantages de ce système de stockage et l'importance qu'il soit piloté par les producteurs. Ça permettait un complément de prix, ça permettait l'accès à du crédit, etc. Et enfin, Madagascar, Christian nous a fait une présentation qui faisait écho à celle du Burkina. Donc, il a rappelé le contexte un peu fragile de Madagascar, mais que finalement, ce travail sur le stockage avait permis d'apporter une vraie amélioration pour la vie des producteurs, avait permis de sécuriser physiquement les stocks par les petits bâtiments de stockage, qu'ils soient bâtiments durs, bâtiments matériaux locaux ou petits aménagements, et avait aussi eu un impact fort sur l'alimentation, sur les revenus, sur le lien social entre les producteurs et puis sur l'accès à la trésorerie. Et enfin, la dernière intervention d'Éric a été riche en échanges. Il a présenté son expérience en France sur le plan de pommes de terre, en rappelant que stocker les produits, c'était aussi permettre aux producteurs d'être indépendants, de mieux maîtriser son produit, que le stockage n'était pas forcément indispensable et qu'il fallait à chaque fois réfléchir à quelles étaient les meilleures options techniques de stockage, mais aussi de montage, je dirais de portage de ce stockage. Il a expliqué leur choix de SARL qui était techniquement intéressant, mais juridiquement et fiscalement qui aurait pu être différent, et que finalement, c'était par un travail d'échange et dans la confiance qu'on trouverait les bonnes solutions. Enfin, on a eu quelques débats, quelques échanges sur l'intérêt du froid solaire. On garde ça en tête, ça pourra nous servir plus tard pour Madagascar peut-être et éventuellement le Burkina qui développe les actions de maraîchage. Et on a bien retenu la dernière phrase d'Éric, que la base du collectif, c'est la discussion et que c'est comme ça qu'on trouve les meilleures solutions et qu'on les fait évoluer dans le temps. Un grand merci à vous tous pour vos interventions. Je vous propose, comme d'habitude, de noter par écrit quel message clé vous avez retenu de ce webinaire sur le stockage. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire écrit. Et je me permets de vous rappeler que le prochain webinaire aura lieu vendredi prochain. Alors, ce n'est pas tout à fait le titre exact, mais Léo Kadi pourra compléter. C'est le rôle des femmes dans nos actions. Et on aura par la suite un système de webinaire un peu plus espacé où on sera ouvert tout à fait à vos
demande de sujets, de thématiques à traiter. Donc, n'hésitez pas à mettre ce que vous avez retenu de ce webinaire, c'est toujours utile pour nous. Alors, je lis pour tout le monde. Ce qui a été retenu, c'est le bon conseil au bon moment. C'est stocker pour mieux vendre et pour assurer la sécurité alimentaire. Il est important de construire un magasin de stockage en groupe pour partager le coût d'investissement et développer le service au niveau d'une organisation. Bon, vous pourrez lire en direct les autres messages qui pourraient être écrits. En tout cas, un grand merci aux intervenants d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour le temps que vous passez à ça. Et puis, on vous dit à vendredi prochain pour le prochain webinaire. Merci beaucoup. Et j'en profite pour rappeler. Oui, j'en profite pour rappeler que les webinaires tous les précédents webinaires sont disponibles aussi en replay, en réécoute, puisqu'on les enregistre et donc vous avez la présentation PowerPoint plus l'enregistrement audio et ils sont disponibles sur le Google Drive de FERT. Il suffit de demander à l'un des chargés de projet ou conseiller technique FERT pour les avoir. Merci bien à tous et je vous souhaite un très bon week-end. Merci à tous. Au revoir. Merci et au revoir. Merci, au revoir et bon week-end.